Y Eduardo. Hola, Hola, ¿cómo va? muy bien, ¿qué tal? Bienvenido a Hola. Cariño, Merci, gracias. virtualmente. Lamento que no hayas podido venir, pero ça m'arrive tout le temps, ça. Je commence en espagnol. Maintenant, on parle en français. Et je te répète que tu es le bienvenu, Eduardo. On est super content de te recevoir des formes virtuelles. Oui, J'espère que tu vas pouvoir nous visiter très bientôt. moi aussi. La librairie Caligno, elle est toute jeune et qu'on n'a pas eu encore l'occasion de te faire goûter notre petit café. Mais on a l'occasion aujourd'hui de te recevoir par ton dernier livre et je suis ravie. Alors, on a imaginé donc que tu es un représentant ici, quelqu'un qui t'est cher. Très Et bien donc, représenté, je suis content. c'est Frédéric Forte Forte. qui te représente, en fait, qui est là aussi pour... Ça donne l'impression qu'Eduardo est un écrivain argentin qui est à Buenos Aires, très loin de nous. Mais il joue beaucoup avec ça. Hein. On va en parler. Ouais. C'est-à-dire qu'il nous fait traverser des millions de frontières, il brouille les pistes, il nous fait voyager beaucoup et on ne sait plus où il est, mais... Je suis là, je suis là. Il est là. Mais Un père étranger est sorti mi-janvier, donc c'est ton dernier roman et ton deuxième roman chez les éditions du Contrallet. Donc on est ravis parce que aussi Aline était venue ici m'en parler et voilà. Donc on va discuter entre nous. Il y a bien sûr, il y a du public qui est connecté, qu'on ne va pas voir, mais vous pouvez, vous, les publics, poser des questions et on va essayer de se réserver quelques 5-10 minutes pour voir si on les lit, si on peut vous faire aussi participer. En tout cas, c'est ces nouvelles options, ces nouvelles supports qui nous permettent quand même de faire des rencontres et on y tient. On y tient beaucoup. On aurait bien aimé se réunir tous ici autour d'une empanada et un verre de vin, mais on les refera, c'est sûr. Dès que les beaux jours ils vont arriver, on pourra les faire dehors aussi. Donc, Frédéric, tu veux commencer? Est-ce que tu veux nous raconter déjà Oui, alors, ta rencontre avec Eduardo? Eduardo, on se connaît parce que je crois que la première fois on s'est rencontrés, c'est la fois où il a été invité d'honneur à une réunion de l'Oulipo. Donc moi, je suis membre de l'Oulipo depuis 2005 et Eduardo, il est rentré à l'Oulipo un peu plus tard, en 2014, en même temps qu'un autre hispanophone, Pablo Martin Sanchez. Et on les a reçus peut-être pas en même temps, enfin séparément, mais ils sont rentrés tous les deux en même temps à l'Oulipo en 2014. Et Eduardo, j'avais commencé à lire son travail en français par les traductions de Jean-Marie Saint-Lut avant qu'il soit coopté à l'Oulipo. Et donc, je n'ai peut-être pas lu ton premier livre, mais j'ai lu énormément de ses livres, sont publiés chez Actes Sud. Et donc, on a cette amitié, cette camaraderie qui est celle de l'Oulipo. Et on se voit régulièrement. On a échangé maintes fois sur la littérature, sur nos travaux, etc. Et donc, quand il m'a proposé de venir ici, dans ta librairie, pour parler du livre, j'étais ravi parce que donc il me l'a envoyé il y a quelque temps. J'ai eu le bonheur de le lire. Je trouve que c'est un très grand livre et je te l'ai dit, Eduardo, je pense que c'est sans doute un de tes meilleurs livres dans le sens où tous tes livres sont magnifiques, mais où il mêle énormément de choses. Il mêle ce qu'on retrouve dans beaucoup de ses livres, c'est-à-dire un art de la narration que je dirais quand même très sud-américain, très argentin, avec des références à Borges, à Bioy Casares, beaucoup de choses comme ça, et en même temps la dimension autobiographique qui vient s'entrecroiser de manière très, très savante, et ce qui en fait un livre vraiment très, très touchant aussi. C'est-à-dire qu'il y a ce jeu littéraire, on est dans la littérature et dans la passion d'Eduardo pour la littérature, et en même temps il nous livre des choses de son histoire familiale, et c'est de la littérature aussi, et c'est ça qui est merveilleux.
Eduardo, raconte-nous, c'est quoi ces nouveaux pays dans lesquels tu as pris ton passeport, l'Oulipo, c'est quoi exactement pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un groupe de travail, c'est un groupe de travail qui existe depuis 60 ans et qui se retrouve une fois par mois en privé entre nous pour travailler. Et le travail consiste à parler de littérature et à penser ensemble des formes, des structures, des chemins d'écriture différents. Euh, c'est surtout ça pour l'expliquer très rapidement. Hein. D'accord. Il y a des concepts qui sont au centre de l'Oulipo, par exemple l'idée de contrainte, mais qui est finalement une forme de chercher, de rechercher des structures ou des formes qu'on peut utiliser dans la poésie, dans la narrative, mais même ailleurs. Même ailleurs. Il y a des gens qui peuvent venir de la musique ou de la peinture ou d'autres disciplines qui peuvent regarder, qui peuvent voir un peu cette boîte à outils qui est l'Oulipo et s'en servir des idées. Voilà. Et ce n'est pas seulement de penser ou d'inventer ces formes, mais aussi de les repérer, parce que parfois on les repère dans le passé, on se dit, ah, ce livre-là, il y a une forme intéressante que l'auteur a utilisée peut-être une seule fois, et nous, on pense que ça pourrait être une forme fixe ou qu'il y a une potentialité. C'est pour ça l'Oulipo. L'Oulipo, c'est l'ouvroir ou l'atelier ou le groupe qui travaille la littérature potentielle, c'est-à-dire aller au-delà des formes et des chemins connus et des pensées, des possibilités, des possibles, des potentialités. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Donc, c'est comme une forme d'exercice ou d'atelier que vous gardez avec ces... Oui, on a chacun notre manière de... Oui, il n'y a pas de... On n'est pas tous derrière un chef de file. Ça a été créé autour de Raymond Queneau et les membres très célèbres, Georges Perec, Italo Calvino, Hervé Le Tellier, je sais pas, on en a pas mal parlé ces derniers temps, tu vois. Oui, ça me dit quelque chose. Il y a des poètes comme Jacques Roubaud, qui est un immense poète, des gens très divers, romanciers, poètes, des hommes, des femmes, des mathématiciens. Mais on a tous notre manière de faire et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve sur un point qui est cette idée cette passion pour la recherche potentielle comme ça. Et en même temps, ça prend des formes très diverses. Eduardo, on dit que les Olympiens, même avant de devenir membre de l'Oulipo, ils étaient déjà Olympiens. Le travail d'Eduardo, Madame Wakefield, tout ce que tu viens de dire, Eduardo, sur le fait de repérer une structure, ça c'est très proche dans ton travail, c'est très important. De repérer quelque chose qui peut faire structure et qui peut être reproduit dans un autre livre, chez un romancier qui n'a pas eu de vocation à faire des choses olympiennes. Eduardo l'a fait, mais voilà, c'est très riche et il y a Eduardo est le premier Argentin, le seul Argentin à être membre de l'Oulipo. Il y a Pablo qui est les deux hispanophones de l'Oulipo. Et avant ça, apparemment, l'histoire dit que Cortázar a refusé d'être membre de l'Oulipo. Il aurait pu avoir un premier. Oui. Il a failli être membre de l'Oulipo, c'est vrai. Ah bon? Oui. D'accord. Donc, c'est toi qui portes nos couleurs à l'Oulipo. Et est-ce que tu veux nous en parler de la création de ces romans Un père étranger? Est-ce que c'était dans ces cadres-là? Est-ce que ça a été parallèle? Comment ça se travaille comme ça? Oui, en parallèle moi, je ne pense pas mon travail d'une façon tellement rigide. Je me dis pas, je vais écrire un roman oulipien ou je vais écrire un roman qui n'est pas oulipien. Je me lance à écrire avec toujours il y a une forme, une idée. Et après, on peut en discuter et ça, c'est passionnant. On en discute avec les oulipiens, si c'est oulipien ou pas. Parfois, l'auteur pense que non et les autres disent, mais oui, quand même, regarde, ça arrive beaucoup de fois. Dans ce cas-là, dans le cas de ce roman, tout a commencé, j'étais en train de lire un livre écrit par Jessie Conrad, c'est-à-dire la femme qui à l'époque était la veuve assez récente de Joseph Conrad. Avant la mort de Conrad, Jessie Conrad avait publié un seul livre, un livre de recettes de cuisine, avec une préface de Joseph, de son mari. Mais après la mort de Conrad, Jessie a publié 2 livres, si je ne me trompe pas, où elle parle de lui, mais elle parle
de sa vie de famille. Il raconte et l'homme et l'écrivain, et voilà. Et dans un des deux livres que l'a publié, j'étais en train de le lire, et j'étais très frappé par le livre, parce qu'il est très bien écrit, et parce qu'il y avait une ou deux scènes qui m'avaient spécialement touché. Et une scène qui m'a touché énormément, c'est Jesse et Conrad viennent de se marier. Il y a une grande différence d'âge. Ils viennent de partir et ils arrivent en France pour leur lune de miel, en France, en Bretagne. Ils viennent de traverser la mer. Conrad est déjà un écrivain, il a abandonné son passé en tant que marin, mais quand même, la traversée, il a le mal de mer. Il arrive un peu malade déjà. Le grand marin qui a traversé le monde, quand il traverse le petit bout d'eau entre l'Angleterre et la France, il est déjà un peu malade. Ils arrivent et la nuit, le soir, il commence à avoir de la fièvre et il commence à délirer et à parler en polonais. Alors, on change la perspective et c'est Jessie qui, pour la première fois, peut-être, je pense que pour la première fois, est à l'étranger. Jamais elle était partie de l'Angleterre, elle est en France, elle ne parle pas le français. Elle est là avec son mari, elle vient de se marier, et cet homme, qui est un peu un inconnu pour elle, commence à parler dans une langue qu'elle ne sait même pas si c'est le polonais ou si c'est une langue qu'il est en train d'inventer dans son délire. Elle raconte cette scène et j'étais hyper touché par cette scène et je me suis mis à écrire sans savoir. D'habitude, j'ai une idée, si je vais écrire une nouvelle, un roman. Je ne sais pas, ça m'a touché, je me suis lancé à écrire sans savoir où j'allais. J'avais besoin d'écrire ça. Après, ça a duré une semaine, 2 semaines où j'ai tiré du fil. C'est qui Jesse, comment ils se sont rencontrés. Et j'ai fait ce que normalement on ne doit pas faire. J'ai arrêté et je me suis demandé, mais pourquoi je suis en train d'écrire ça? Pourquoi cette idée m'a obsédé, cette histoire m'a obsédé comme ça? Je dis qu'il ne faut pas le faire, en tout cas pour moi, dès que je fais un truc comme ça s'arrête, l'écriture. Ce sont des choses que j'essaie de faire plus tard. Mais cette fois, je me suis posé la question et la réponse était évidente, et absolument évidente. Non seulement cette situation entre eux au moment de la lune de miel, mais toutes les scènes que le livre de Jesse Conrad racontait, la vie à trois avec son fils en Angleterre, le père étranger qui ne parle pas le polonais, cette langue qu'il ne parle pas, mais elle est pressante par son absence, la différence d'âge, la réinvention de cet homme, tout ça était ma vie. C'était mon père, né en Roumanie, qui avait presque 15 ans de plus que ma mère qui ne comprenait pas la langue de mon père qui, quand il devait faire des calculs mathématiques, il parlait en roumain et c'était la seule fois où on l'entendait parler cette langue un peu cachée. Je me suis dit, mais oui, c'est évident. Et quelque chose là s'est libéré. Et finalement, je me suis lancé à écrire ce roman ou cette histoire de mon père que je savais qu'un jour j'allais écrire, je sentais, je pressentais, mais que je repoussais. C'était le roman que je repoussais tout le temps. Et voilà. Et finalement, le roman garde un peu cette idée, garde un peu cette structure, avec des éléments de fiction, bien sûr, et avec un jeu, et avec une distance et un décalage. Mais finalement, il y a ça. Finalement, Un père étranger raconte l'histoire d'un double d'un romancier argentin qui se lance à écrire un roman avec Joseph Conrad comme protagoniste, et plutôt le Conrad dans sa vie de famille, pas les statuts. C'est pour ça que je l'appelle Joseph et pas Conrad, et qui commence à faire ses recherches et son voyage pour faire des recherches. Et là, bon, en même temps qu'il écrit ce roman, c'est son histoire qui explose, c'est son passé, c'est tout ce qui fait partie de lui, qui commence à se superposer, à se mêler avec l'autre histoire. Bon. Ça a été un peu long, mais je voulais présenter ça comme ça. Si on parle des choses, les gens peuvent savoir de quoi on parle. Voilà. Oui, oui, c'est clair. Et moi, quand je l'ai lu comme presque comme une carte.
comme une carte avec différents territoires où on allait explorer un et en fait on trouvait comme un trou, comme un passage et on s'est retrouvé dans un autre. Et il y a ça sur les espaces, il y a ça sur les temps parce qu'il y a ces personnages de l'écrivain qui va à la recherche de connaître un territoire et là on se repère en Angleterre autour de Joseph Conrad, etc. Mais les temps vont et viennent. Toi, quand tu l'as découvert, tu as vu les structures ou tu t'es laissé moi je m'intéresse beaucoup aux structures. Donc déjà, bon, il a une structure très particulière, on pourra en parler, parce qu'il y a 3 livres dans le livre. Enfin, il y a ce livre-là qu'on a entre les mains, contient par les parties qui est introductive et conclusive, qui s'appelle Cimetière Club. Donc on va dire qui est le titre d'une chanson d'Espinetta. Donc on a une sorte de couche de premier niveau, et puis on a le roman qu'écrit ce romancier qui est toi, mais qui est peut-être ton double, sur Joseph, qui est Pentform, et puis on a le roman de ton père, la déroute. Et oui, alors en venant là justement par rapport à ce que tu dis, Mélissa, en venant je pensais à des choses, et dans l'œuvre d'Eduardo, il y a souvent la question du double. Tu l'as dit toi-même, tu as parlé de double. Là, il y a toujours la question du double. Et par rapport à ce que tu dis sur les territoires et les pays, je me disais, c'est amusant parce que alors peut-être je ne l'avais pas ressenti comme ça dans tes autres livres, mais on a bien aussi là, les territoires et les pays se dédoublent. On a d'un côté, on a l'Angleterre, d'un côté qui correspond à l'Argentine. En fait, on a l'Angleterre et l'Argentine, les terres d'accueil de Conrad et de ton père, et puis on a la Pologne et la Roumanie à l'opposé, en miroir en fait. Et la France comme étape entre les deux, dans les deux cas. Comme étape, voilà, c'est ce que j'allais dire, et la France au milieu, et même s'il y a un peu l'Espagne aussi, mais qui est comme une sorte presque de version, c'est une sorte de France étendue, ou en tout cas, dans le livre, c'est parce que tu y as vécu, et donc c'est une station importante biographiquement pour toi, mais on a vraiment la France qui en plus géographiquement est au confluent de ces 4 pays comme ça. Et je trouvais qu'il y avait cette structure en miroir et cette histoire de dualité et de double, elle est présente aussi dans le territoire. Et c'est vrai que ça m'a frappé aussi. Ben oui, c'est clair que en tant qu'étrangers, parce que maintenant c'est nous les étrangers ici, on travaille ça aussi un peu depuis notre propre vécu. Et c'est vrai que l'histoire de ton père, Eduardo, ressemble à beaucoup d'histoires de nos grands-pères en Argentine. Moi-même, j'ai des origines syriennes et on raconte que mon arrière-grand-père, étant arrivé dans les ports de Buenos Aires, a donné un nom que la personne n'a pas compris. Donc, il y a une construction aussi. Et ça, c'est une autre chose que moi, ça m'a beaucoup amusé et que j'ai beaucoup aimé dans la façon qu'a Eduardo de les construire, c'est la construction de l'identité par ces passages des frontières. Tu veux nous raconter? Parce que Joseph, il avait eu combien de vies? Ton père aussi. Et nous, combien on joue? Conrad, dans ses écrits autobiographiques, même, il parle consciemment de ses 3 vies. Il dit qu'il a eu 3 vies. Son enfance en Pologne, Ukraine, parce que les frontières changeaient, et c'est un peu aussi l'histoire de mon père. Mon père est né presque à côté de la frontière avec l'actuelle Moldavie, et ça avait changé aussi, ça avait été Moldavie, Roumanie, mais ça c'est, disons, la première vie. La deuxième vie de Conrad, c'est sa vie de marin, que c'est une vie très française, c'est une vie qui commence à Marseille et finit à Rouen. Et même, je rigole dans mon roman, ça commence presque, on pourrait dire, dans le roman du comte de Monte Cristo, le comte de Monte Cristo, et ça finit presque au milieu du roman de Madame Bovary à Rouen, mais parce qu'en fait, Joseph Conrad commence à écrire, il commence sa 3e vie, qui est la vie d'écrivain en anglais et en Angleterre, en écrivant dans les marges d'un livre de Flaubert. C'est-à-dire qu'il a ces 3 vies. Et mon père aussi, il a eu au moins 3 vies. Il a eu son enfance en Roumanie, il a eu un moment en France aussi, et finalement, son arrivée en Argentine. Il a eu 3 moments. Et il y a eu cette réinvention. Mais je pense que l'idée d'identité est important pour moi dans le roman, le concept d'identité,
dans plusieurs sens du mot identité. Non seulement l'identité qui nous construit personnellement, mais aussi l'identité entre deux choses, les choses qui sont un peu identiques. Et je joue avec ça, avec cette tension qu'il y a dans le mot. Je ne le joue pas d'une façon explicite, mais je l'ai en tête. Cette chose un peu troublante qu'il y a dans le concept d'identité, c'est ce qui nous fait différents des autres, mais aussi ce qui nous fait semblables un peu aux autres. C'est un peu comme le nom de famille qui est ce qu'on partage, et le prénom, c'est ce qui nous différencie, je ne sais pas. Ouais. Et si on tire les fils, les écrivains, ils jouent plusieurs identités, ils peuvent se déguiser en... Oui, alors moi je suis poète, alors c'est encore chose. Même si bon, non, mais je vois ce que tu veux dire, et je pense que c'est particulièrement vrai chez Eduardo, et ce qu'il y a de beau, c'est que c'est une manière aussi, pour moi, dans ce livre-là, tu mets au premier plan quelque chose qui est présent dans ton œuvre, mais qui est vrai pour beaucoup d'écrivains aussi, c'est comment, comment on fait de sa vie un roman, comment on transforme, on met dans la littérature les choses qui font... Voilà, ça dit, par exemple, tu parles de Rouen, Eduardo. Tu as quand même écrit un seul livre, enfin jusqu'à présent, un roman en français, Une présence idéale. Et ce roman, tu l'as écrit pour le temps d'une résidence à Rouen. Tu as un lien avec l'œuvre de Flaubert qui est quand même très important, très riche aussi. Parmi les auteurs français, c'est peut-être un des auteurs qui t'a le plus marqué, j'ai l'impression. Oui. Et tu parles de cette, voilà, de Rouen, en plus dans la biographie de Conrad. C'est intéressant, tous ces points de convergence. Mais ça. Oui, tu touches à une question qui, moi, me semblait intéressante. C'est que dans Un père étranger, donc il y a ces auteurs, c'est plusieurs écrivains, c'est plusieurs auteurs, ces étrangers qui adoptent des fois des langues étrangères pour l'écriture. Et ce n'est pas la première fois. Or, toi, Eduardo, qui est traducteur, écrivain, qui a une longue expérience, tu t'es lancé dans Un père étranger ou Un padre extranjero en espagnol, c'est ça? Oui. Ça a été, c'est venu comme ça? Oui, en fait, il y a plusieurs choses à dire. La première, dans le roman, dans Un père étranger, où je mêle fiction et autobiographie, je raconte, et c'est vrai, qu'après la mort de mon père, j'ai trouvé 6 cahiers avec un début assez long, en fait, de roman, un roman assez avancé que mon père avait laissé, que je trouvais dans une armoire après la mort de mon père, et que c'est écrit en espagnol. C'est-à-dire mon père, un peu comme Conrad, il y a une grande différence quand même, mais un peu comme Conrad avait choisi la langue d'adoption pour écrire. Au moment d'écrire Un père étranger, j'ai eu l'idée, mais c'est presque une idée ironique et comique, je n'ai pas fait ça, et si j'écrivais ce livre dans une autre langue aussi, pour être un peu comme eux, comme Conrad et mon père. Mais je n'ai pas osé, j'avais jamais fait ça sauf des petits textes, et j'ai écrit ce roman en espagnol. Et je fais dire au narrateur même, vous le trouvez à l'intérieur du roman, qu'il ne s'imagine pas le fait d'écrire dans une autre langue. J'ai fini d'écrire ça, j'ai signé ce livre, le livre est sorti, et quelques mois plus tard, j'étais à Rouen, dans cette résidence dont Frédéric parle, et je me suis mis à écrire en français ce livre, qui est le suivant. Comme quoi, il ne faut jamais dire « je ferai pas ça ». Ouais. Mais Un père étranger est une traduction, c'est Jean-Marie Sandu qui l'a traduit, et peut-être c'est la traduction où je me suis mêlé le plus. Non parce que la traduction de Jean-Marie était mauvaise, c'est tout le contraire, la traduction de Jean-Marie est excellente, vraiment excellente. Mais quand il m'a donné la traduction, j'ai senti qu'il y avait encore du boulot à faire de mon côté. De mon côté. Peut-être parce que c'est le livre, Paul Valéry disait qu'on abandonne les livres, non, au lieu de les finir. Et je pense que c'est le livre que j'ai eu le plus du mal à abandonner, mais peut-être parce qu'il y a des choses très personnelles. Il y a un deuil aussi dans ce livre. Il y a un adieu des choses. Il y a un deuil de beaucoup de choses liées à mon père. Et je pense que j'ai eu du mal à avoir une certaine distance.
Et en lisant, il y a la double distance d'une autre langue, du temps. Et en relissant le livre, à travers la traduction de Jean-Marie, j'ai vu qu'il y avait encore des petites choses à faire. Et avec sa complicité et sa patience aussi, je suis revenu, j'ai changé des petites choses, mais pour un écrivain, rien n'est petit. Hein. Les détails sont très importants. Alors, on doit, ouais, en effet, saluer la patience et le travail des Jean-Marie Saint-Loup parce que c'est un plaisir de les lire. Moi, je me réserve les plaisirs de les découvrir en espagnol, mais déjà, pour moi, c'est remarquable. Je trouve une langue d'une grande richesse et il n'y a pas de moment où je dis que la traduction est prise en défaut, en tout cas, et c'est vrai que je te l'avais dit aussi. Il y a une petite cohérence. J'aurais pu imaginer parfaitement que c'est toi, Eduardo, qui l'avait écrit comme ça. Mais on a une énorme complicité avec Jean-Marie. Je pense que surtout, il travaille et on travaille ensemble énormément tout ce qui est la musique du texte, non? Le rythme. Et bon, je suis très content avec ça. Ouais. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le livre, c'est qu'il y a énormément de thèmes, en tout cas de fils qui sont tirés. Tu viens de parler du deuil qui est très présent, et pourtant, ce n'est pas un livre lourd du tout. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr cette idée il y a la mort qui est là, qui menace, et dans le roman Peine Farm à l'intérieur, c'est une menace réelle, puisqu'il y a un personnage qui veut à tout prix tuer Joseph parce qu'il s'est senti blessé par l'évocation d'un personnage dans un roman de Conrad, et il s'est identifié à lui et il veut venger cet affront. Donc il y a cette menace réelle et qui est une sorte de personnification de la mort qui menace tout être. Mais il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappé, on en a parlé un peu avec Eduardo, c'est un humour qui est très présent et qui pour moi a à voir avec donc un père étranger. Il y a le fait d'être étranger, donc je ne sais pas comment, c'est pas l'étrangeté, mais c'est l'étrangéité d'une certaine manière. Oui. Et en même temps, on a l'impression que tous les personnages sont un peu étranges aussi, c'est-à-dire où les situations sont étranges. Quand l'auteur sera en Angleterre, c'est une Angleterre extrêmement étrange où il se retrouve on va dire en dialogue, en échange, en commerce avec ce monsieur polonais qui est extrêmement bizarre, qui est une sorte lui aussi d'étranger, mais il y a une sorte de tout est étrange, intermédiaire irréel. Et donc en fait il y a une sorte de situation où on est dans une situation de coup qui crée un effet d'humour et de décalage tout à fait qui font vraiment rire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de jeu en se disant mais c'est quoi ces territoires dans les Calonnais où tout est emmêlé, c'est tout à fait juste, où les gens ne sont pas exactement comme ils devraient être là où ils sont. Je n'avais pas senti la menace, mais en effet, elle est là tout le temps, la menace de la mort et l'étrangeté des personnages également. Et c'est ça qui tient aussi les fils, c'est qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, mais il y a ce deuil qui est pas lourd, mais très sensible, très, très émouvant. En effet, sur les au revoir aussi. Et c'est qu'on hérite, parce qu'il y a aussi cette question d'héritage qui est. Donc, et cet humour est aussi un héritage, finalement. Je pense que cet humour est un peu un héritage de l'humour de mon père, auquel j'ai voulu aussi rendre un peu hommage. Tout à fait. Bon, on est très enthousiastes. Ça nous a beaucoup plu et il y a tous ces sujets qui se mélangent en profondeur. On a la présence d'un deuxième Fred à côté de nous qui est derrière la caméra. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu demandes aux gens voilà, là on peut encore, on a un petit peu de temps et si vous avez des questions, ceux qui sont derrière l'écran, n'hésitez pas à les envoyer par chat et puis après on verra si on peut aussi. Ouais, j'avais une question parce que en fait, c'est une fausse question, mais c'est pour lancer Eduardo sur ce sujet puisqu'on en a parlé tout récemment. C'est un livre qui est très riche et très complet. Et en même temps, dans le livre, il y a un acte manqué qui est très, très
très important, c'est le rapport du romancier, qui est toi, à la Roumanie. Il y a un acte manqué énorme dans le livre, qui est très drôle d'ailleurs, en plus que tu manifestes par un rêve. Je ne sais pas si tu veux raconter ça ou pas. Et tu me disais hier, pas plus tard qu'hier, que tu avais une sorte de suite de texte qui est un peu la résolution de cet acte manqué. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a fait la liste des pays, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une seule scène qui se déroule en Roumanie. Dans ce roman-là, la Roumanie reste, de la même façon que le roumain, la langue, et la langue fantôme, la Roumanie reste hors champ, comme le pays fantôme du roman, non? Et il y a un moment où le narrateur reçoit une invitation de prendre l'avion et aller dans la ville natale de son père, où il sera reçu comme un prix Nobel presque, et il rate l'avion. Et on ne sait pas s'il l'a rêvé ou pas, c'est un peu... On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, il ne fait pas le voyage. Après la sortie du livre, il y a des amis qui ont lu le livre et que même si ce sont des amis assez proches, ils ont découvert au sein du livre des petites personne connaît tout le monde complet, non? Même nos amis, il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Et un très bon ami qui a lu le roman m'a fait un cadeau très inquiétant quelques mois plus tard. Il m'a demandé de ne pas dire comment il a obtenu ça et je ne le dis pas, mais en tout cas, il m'a envoyé le dossier que mon père avait présenté pour être argentin, pour la naturalisation. Il a trouvé ça. En Argentine, on trouve les choses. Ça suffit de frapper les bonnes portes. Et dans le dossier, il y a tout. Il y a tout ce que mon père n'avait jamais dit ou qui avait caché. La date exacte de naissance, le nom du bateau, l'arrivée, la date exacte de l'arrivée du bateau, la ville où il est né, la rue, la maison exacte. Avec tout ça, je ne pouvais pas ne pas aller en Roumanie. C'était une invitation à poursuivre. Et bon, j'ai fait le voyage, ça fait déjà 3 ans. Et bon, dès que j'ai pris l'avion, dès que je suis arrivé à Galate, à la ville de mon père, un roman est commencé, mais même si je ne le voulais pas, c'était impossible. Dès que je frappe à la porte de cette maison, la première chose qui est arrivée, c'était déjà un roman. Et ce livre est déjà écrit. Ça s'appelle, bien entendu, Un fils étranger, parce que c'est moi l'étranger chez mon père. Et ça va paraître chez La Contralée en novembre ou décembre, on ne sait pas, mais dans quelques mois. C'est un livre plus petit, mais je ne sais pas si c'est une suite ou un pendant, mais bon, mais c'est comme un écho, oui, un autre écho encore, un autre miroir. Ouais. Toi, tu le savais, Frédéric. Oui, vous m'avez réservé la petite surprise pour Camillon, l'exclusivité, c'est-à-dire qu'on attend ce fils étranger. C'est super, c'est comme un 8e cahier. Tu parles de cahier caché. Donc, c'est quand même assez magique. Il y a l'étrangeté qui revient. Il y a toute chance. Là, je vois, il y a des questions qui sont posées. J'en ai vu une à la fin, à laquelle tu réponds dans le livre, qui est Bertie, est-ce le vrai nom de ton père? Et ça, c'est aussi... Non, mais vous n'allez pas spoiler. Et non, mais je ne dis pas qu'il faut le... Peut-être que la réponse est dans le livre, c'est juste que c'est la question est là. Je ne sais pas si... Je n'y réponds pas, moi, mais oui. C'est aussi la question de la nomination et D'accord, vas-y. De l'onomastique. Ça, c'est une autre chose aussi partagée entre Conrad et mon père. Et ce que tu disais aussi. Conrad ne s'appelait pas Conrad. Conrad, c'était son prénom et après, ça venait un long nom de famille polonais qui commence avec un K. Mon père ne s'appelait pas Bertie. Bertie, c'est parti de ses prénoms. Mais ce n'est pas que j'avais tout ça en tête, que je me suis dit, d'accord, mon père et Conrad ont 82 éléments en commun et je vais créer un roman. J'avais des pistes, j'avais cette idée de point de départ et après, je continuais à faire des liens et à découvrir des choses et à jouer avec ces choses-là et à les mêler, à mêler les choses. Ouais.
Mais oui, c'est tout à fait ça. C'est un jeu un peu éternel. Fred, toi, tu as une question? Oui, du coup, je ne sais pas si on m'entend. Il y a eu plusieurs questions, effectivement, qui sont arrivées via le chat. Donc, je les retransmets à Eduardo directement, peut-être. Eduardo, tu l'écoutes bien, Fred? Tu m'entends? oui, je t'entends. Alors, Et Laurence qui dit: Je ne suis pas spécialiste de la littérature argentine, mais le thème des langues dans la construction de l'identité me semble relativement récent. Je me trompe? Ça, c'est une question. Une autre question donc, qui a été déjà relayée, c'était celle de savoir si c'est le vrai nom de votre père. Et Catherine qui demande aussi: Bonjour, n'est-il pas difficile de choisir entre écrire en espagnol ou en français, voire en roumain? je ne parle pas le roumain, je ne pourrais pas écrire un livre en... Bon, on ne sait jamais, aujourd'hui, tout est possible. On peut, avec Google Translator, on peut écrire un livre dans une langue qu'on ne parle pas. J'écris, par exemple, un petit poème en japonais, et c'est une langue que je ne parle pas. Et j'ai réussi à l'écrire avec Google Translator et une amie qui m'a dit si c'était bon ou pas. Mais... Pour revenir à la question de Laurence sur est-ce que dans la littérature argentine, les thèmes des langues commencent à émerger que maintenant? Borges, quand même, un peu quand même déjà défriché le terrain. Babel. Tout à fait, tout à fait. Je pense que l'affaire des langues est très importante en Argentine parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu non seulement ce moment Babel ou babélique en Argentine où on avait des gens qui parlaient beaucoup de langues en même temps parce que tous les bateaux venaient d'arriver et surtout dans les grandes villes comme Buenos Aires ou Rosario, on avait des gens qui parlaient beaucoup de langues, mais aussi ce moment très particulier en Argentine où l'italien était presque aussi puissant que l'espagnol, à tel point que notre argot, notre lunfardo, c'est presque cette autre langue qu'on aurait pu parler, cet italien qu'on aurait pu parler presque. C'est presque cette autre langue argentine. Et cette tension, je la sens toujours là, hein, entre les langues. Et je dis toujours que le tango a quelque chose de l'esprit de cette tension entre l'espagnol et l'italien. Je rigole avec ça. Ouais. Parce que avec un instrument inventé par un Allemand en plus. En plus. Mais c'est vrai que si vous regardez le tango, les chanteurs ont toujours des noms espagnols, même s'ils doivent trouver un pseudonyme artistique, ils vont choisir toujours un nom espagnol. Alberto Castillo avait un nom de famille italien, mais pour être chanteur de tango, on ne devait pas avoir un nom italien, on lui disait. Et par contre, tous les chefs d'orchestre avaient des noms italiens. Et c'est comme la langue espagnole bercée avec le rythme italien. Ça, c'est presque l'argentinité au maximum. Ça nous arrive tout le temps quand on est à l'étranger. Moi, ça m'est arrivé dans les métros parisiens qu'on m'interpelle en italien et je me retourne en disant je ne parle pas l'italien. Mais quelqu'un m'avait entendu parler. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est la musique, c'est le rythme, oui. Mais ça, c'est énorme, parce que moi, je m'appelle Forte. En fait, je croyais que mon nom était d'origine italienne, mais tous mes ancêtres sont espagnols et je me suis aperçu récemment que, en fait, c'était dans une certaine région d'Espagne, il y avait des Fortes. Donc, en fait, je croyais que c'était des Italiens qui étaient passés par là, mais même pas. C'est même en Espagne, il y a des noms qui sonnent plus italiens. Oui, j'ai cru que les Forte venaient d'Italie. Non, mais en fait, moi, ça vient d'Andalousie. Mais c'est vrai, quand j'étais enfant en Argentine, j'allais voir mes camarades, mes amis, mes camarades de classe, mes copains d'école, et j'allais chez eux. Je parle d'il y a 40 ans, par exemple. Chez eux, il y avait toujours quelqu'un, la nonna, qui parlait italien, la bove qui parlait polonais, et l'abuelo qui parlait galicien. Tout était là, tout était là. Et l'autre jour, je racontais à un ami aussi que dans une famille sur 2 ou sur 3, il y avait aussi, on trouvait encore la malle. C'est vrai. Il y avait encore la malle de l'ancêtre qui avait pris le bateau. Ça, c'est un autre livre, Eduardo, oui, parce que les objets et tout ce qui transporte, je veux dire, quel livre on a pris quand on est parti, etc., c'est des questions qu'on
pourrait en ouvrir une nouvelle rencontre avec toi, avec Frédéric, que je suis ravie de recevoir ici. Il ne nous reste pas beaucoup de temps parce qu'il vaut mieux pas être trop long. Donc, il y a 2 petits commentaires que Fred, derrière, va nous partager. Et puis après, tu veux bien qu'on fasse un petit jeu des lectures? Ah oui, avec plaisir. Tu serais partant, Eduardo? Mais oui, bien sûr. Allez, on va finir sur ça. Alors, il y avait 2 petits commentaires complémentaires. Lucia qui disait que ce n'est pas vraiment une question, mais elle voulait te dire, Eduardo, que en arrivant à la fin du livre, elle avait en tête les images de Escher et de la main qui se dessine, la fausse perspective, qui fait que le dessin ne représente pas quelque chose de réel. Et puis Sophie, qui est donc enthousiaste, elle disait qu'elle n'a plus de questions à poser car elle a eu ses réponses sur l'Oulipo et l'idée du livre. Mais merci, elle remercie pour ce moment émouvant et de partage et dit qu'elle a très envie de le lire. Alors, bon. On va jouer à ça. Est-ce que tu as un passage préféré ou quelque chose? Non, il y a beaucoup de choses que j'ai pas. Alors, j'ai pas repéré, j'ai pas été aussi consciencieux que toi, mais il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Il faudrait que j'arrive à trouver. Eduardo, toi, tu as une. Je vais chercher le temps que vous commenciez. Je vais trouver. Non, j'ai pas une page préférée, mais j'avais vu que hier tu avais posté, on dit posté, sur Facebook un petit fragment et c'est pas mal. J'avais aimé ton choix. Du chapitre 11. Oui, c'était à la page. C'était le chapitre 11. Tu avais mais moi je le livre. De l'édition, mais. Moi je le livre en espagnol ici et en français. Je fais quoi? Quelle langue? Toi, tu vas devoir faire l'espagnol et Frédéric va faire le français. Voilà. Mais on n'est pas obligé de lire la même chose. Exact. Oui. C'est bien ça. Vas-y. Oui. Toi, tu. Por entonces me agradaba la noción de que la patria de un escritor es su idioma natal. Hoy, con más veteranía como extranjero, prefiero la idea de que el verdadero país de un escritor está en sus libros. Los que ha leído o desea leer, su biblioteca, los que escribió o sueña escribir. Algunos llaman a eso obra. Comparto desde luego con los compatriotas de mi generación un conjunto de influencias, lecturas determinantes y una infancia, sobre todo. Pero en esas cosas comunes que moldean a las naciones hay mucho de ilusión colectiva, algo comparable a lo que Raymond Radiguet escribió sobre 2 amigos en el baile del conde de Orgel. No se podía concebir a 2 personas más distintas y sin embargo ellos se creían unidos por sus semejanzas, es decir, que su amistad lo llevaba a parecerse dentro de los límites posibles. Voilà, ça c'est une petite partie où je me demande c'est quoi la patrie d'un écrivain et je cite entre plusieurs choses et je me demande si finalement ce n'est pas les livres, la bibliothèque, les livres qu'il a lus, les livres qu'il a écrits. Oui. J'adore ces passages. Tu veux que je vais les lire en français. Moi, je lirai autre chose. Et à l'époque, j'aimais bien la notion selon laquelle la patrie d'un écrivain est sa langue natale. Aujourd'hui, avec plus d'ancienneté comme étranger, je préfère l'idée que son véritable pays se trouve dans ses livres. Ceux qu'il a lus ou désire lire, sa bibliothèque, ceux qu'il a écrits ou rêve d'écrire. Certains appellent cela une œuvre. Bien entendu, je partage avec les compatriotes de ma génération des influences semblables. Les lectures déterminantes, une partie de cette bibliothèque ou de cette patrie que beaucoup appellent héritage ou tradition. Et une enfance, surtout. Mais dans ces choses communes qui modèlent les nations, il entre en toute rigueur beaucoup d'illusions collectives. Quelque chose de comparable à ce que Raymond Radiguet a écrit sur 2 amis dans les balles du comte d'Orgel. On ne pouvait pas rêver de 2 êtres plus loin l'un de l'autre que ces 2 amis. Cependant, ils croyaient s'être liés à cause de leur ressemblance, c'est-à-dire que leur amitié les poussait à se ressembler dans la limite du possible.
Merci. Et ça, c'est que ça répond aussi à des questions qui apparemment, la question des langues, de l'identité, etc. Voilà, moi, j'ai trouvé ça extrêmement beau, mais tous les livres est super. Et Fred? J'arrive pas à trouver un passage qui, alors dans le genre, pour montrer l'humour aussi, toutes les transactions avec le jardinier pour arriver à se faire ouvrir la maison de Joseph à peine femme. Je trouve pas le passage, j'aurais dû le noter avant, mais du coup je vais lire le début que je trouve très beau aussi, et puis c'est toujours bien de lire un début de livre parce que c'est vrai que et après, on va vous quitter avec ça, comme ça, on vous laisse. Pour entrer pour accéder finalement à cette ferme, il achète des bouteilles de whisky qu'il essaie de donner au jardinier pour rentrer à cette ferme. Soudoie le jardinier qu'il a fortement suggéré. Oui. C'est vraiment très drôle. Ça envoie avec cette étrangeté dont je parlais tout à l'heure. Les gens sont étranges en même temps. Si on se met à regarder vraiment les choses autour de nous, on est souvent étrange. People are strange. Yeah. Exactement. Alors, je lis le début. Alors, le début, c'est la première partie du livre qui s'appelle Cimetière Club 1, qui pose un cadre de départ. Quelques heures avant l'enterrement de ma mère, l'après-midi où on l'a veillée, et alors que l'usage aurait voulu qu'on expose son cadavre, mon père donna l'ordre de laisser le cercueil fermé. Puis, sans demander la permission à personne, il brancha un électrophone dans un coin de la pièce et fit retentir, à un volume considérable mais cependant respectueux, un morceau triste de Gustav Mahler. Une musique qu'il continua à écouter, comme dans une sorte de gymnastique autoflagellante, pendant les premiers mois de son veuvage, au cours desquels il se consacra à boire plus que son compte et à battre des records d'insomnie. Outre qu'il était prévisible, l'enterrement avait quelque chose d'une nouvelle reportée. Ma mère était morte après une longue agonie, une lutte perdue d'avance contre un cancer. Sa ténacité avait remis l'échéance à plusieurs mois au-delà des pronostics les plus optimistes. Mais son long combat avait failli tuer aussi mon père. Un soir, il l'avait admis devant moi. Je n'en peux plus. Cette histoire nous liquidera tous les deux, ma mère et lui, etc. Mais ce que je trouve très beau, justement, c'est que tu pars voilà, le deuil qui est présent d'emblée. C'est pas un livre de deuil, c'est un livre de deuil, mais pas un livre de deuil dans le sens où on l'entend habituellement, qui est vraiment tourné vers le passé. Il y a une sorte de construction à partir de ça, c'est-à-dire de reconstruction de l'identité que je trouve très, très, très forte, et notamment dans l'invention c'est plutôt l'histoire de l'identité que du deuil qui l'emporte à la fin, en fait. Oui, comment tu l'emportes avec toi l'histoire. Alors, Frédéric a trouvé la façon dès qu'on recommence et qu'on se donne nouveau rendez-vous très vite, j'espère, pour les fils étrangers, ou pour parler d'un père étranger, parce que finalement, c'est ça, c'est comme l'image de ces mains. Merci, Eduardo. Merci à vous. Je t'invite à nouveau, dès que les temps seront meilleurs, à venir nous voir et qu'on fasse une vraie rencontre en chair et en os. En tout cas, merci de ton temps, merci de cette discussion. Je suis très, très contente d'avoir présenté ces livres. Et merci à Frédéric qui a été un super représentant et qui nous a apporté aussi avec ton enthousiasme et ta présence, parce que finalement, la présence, elle est importante. Et voilà. Merci beaucoup à vous deux. J'ai mal à dire au revoir, c'est comme tous les étrangers, tu vois, c'est comme un essai, ça. Oui. Donc, à très bientôt. À très bientôt, merci à vous deux et merci, je remercie Kaline, je remercie Frédéric qui vient en plus il vient de publier ce livre-là que je conseille vivement. C'est aujourd'hui. Voilà. C'est aujourd'hui, c'est un pur hasard, c'est pas une. Voilà. C'était très bien. C'était un merci beaucoup. Merci, Eduardo. Et merci à tout le monde. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. À bientôt.